Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors déjà, merci à vous toutes et tous qui ont participé au dernier podcast en soutien à Doumbia Fakoly. On a vu vos commentaires. Continuez à partager, continuez à commenter la vidéo et surtout continuez à soutenir Doumbia Fakoly, que je rappelle qui est en ce moment emprisonné au Mali, qui vit une situation assez particulière. Donc on a lu vos messages et vraiment de toute l'équipe, on vous remercie et surtout gros soutien à Doumbia Fakoly. Donc merci à vous toutes et tous. Pensez bien sûr à commenter et à vous abonner à la chaîne Goûter panafricain. Je ne cesse de le dire, mais il faut le faire pour nous soutenir. Ensuite, aujourd'hui, on a un invité de marque. Aujourd'hui, c'est une association exceptionnelle. Et je suis très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui en invité. C'est Komlin Pogli de l'association Moltra, du mouvement Moltra. Il va se présenter tout à l'heure. On va discuter avec lui. Donc déjà pour démarrer, Komlin Pogli, comment ça va? Bah, écoutez, ça va à l'africaine. Ça va à l'africaine. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous de m'avoir invité. Je salue Thibaut, Thomas, Hatshepsut et puis Aton, qui est aussi en ligne avec nous. Merci beaucoup. Je vous salue panafricainement. Merci beaucoup. En tout cas, on va bien partager beaucoup d'infos avec toi tout à l'heure. Et donc, comme tu l'as dit, donc on a nos invités, nos panélistes, ils sont toujours là, toujours au rendez-vous. Alors, on va commencer avec Aton qui est juste en bas. Comment tu vas, Aton? Moi, très très bien. Donc, le hotep à tous. Donc, comme d'habitude, comme je le disais derrière, il y a toujours l'Ankunja Seneb du jour pour donner une petite prière à notre podcast. Et toujours vie, prospérité et santé. Et on va essayer de trouver entre tout ça la parole juste. Toujours le bon mot, la parole juste. Juste à côté, c'est Thibaut Obou, le président d'Africains du Monde. Il a aussi la parole juste, Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très très bien et heureux d'accueillir notre frère Komlin. C'est vraiment très intéressant vu l'actualité en Afrique en particulier et au Burkina Faso, au Mali et le Togo faisant les médiateurs sur cette crise. Ce serait vraiment très bien de voir un peu la vie de notre frère Komlin, pour voir un peu comment éventuellement le Togo peut s'en sortir. Je suis vraiment content de l'avoir sur le plateau. Bonjour à Jessou, bonjour à Anton, et puis à Thomas, à tous nos félicitations, saluts et encouragements. Merci à toi, Thibaut. Et la dernière personne, c'est notre invité mystère, c'est la voix féminine du groupe. Vous la connaissez maintenant, vous avez l'habitude, elle a de l'énergie, elle met du cœur à l'ouvrage, elle est toujours là. C'est Hatshepsut. Comment tu vas, Hatshepsut? Bonjour l'équipe, Thibaut, président d'Africains du Monde, Aton, chaud bouillant, Thomas, donc modérateur, et puis à l'invité. Donc nous avons effectivement l'honneur donc de recevoir Monsieur Pogli. Merci beaucoup, merci encore une fois Thomas de m'inviter. Merci beaucoup. Voilà, merci à toutes et tous de vous être présentés. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur notre invité qui est donc le membre, le porte-parole du Moltra. Donc Moltra, je rappelle, c'est le mouvement pour la libération totale et pour la reconstruction de l'Afrique, anciennement appelé la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Donc là, les bases sont déjà posées. On sait que c'est un mouvement qui aide l'Afrique, qui veut vraiment que l'Afrique soit debout. Un mouvement panafricaniste, une organisation panafricaniste qui a été organisée, qui a été créée au Togo en 2003. Donc déjà, Monsieur Pogli, Komlin Pogli, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à représenter le Moltra? Fais-nous un petit peu une présentation pour les personnes qui ne connaissent pas. Très bien, merci. Je suis Komlin Pogli, effectivement togolais de naissance. Je suis né dans l'enclos colonial du Togo. Moi, j'appelle les soi-disant États africains des enclos coloniaux. C'est un terme que le Moltra a inventé en 2011. C'est devenu un terme populaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent enclos colonial. En fait, c'est le Moltra qui l'a inventé. Donc, je suis né
dans l'enclos colonial du Togo et je me considère plutôt comme un Africain, pas comme un Togolais, je me considère comme un Africain parce que, comme je disais, les enclos coloniaux africains ne sont pas le fait des Africains, ce sont des créatures ce sont des créatures coloniales. Et à partir de là, moi, je ne donne aucune légitimité à ces cadres-là. Donc, nous sommes africains, nous nous revendiquons africains. Certains diront kémites, d'autres diront égyptiens, tout ce qu'on veut, mais c'est clair que nous sommes un même peuple. Et puis, à travers ces morcellement, nous nous retrouvons dans des cadres soi-disant étatiques qui n'en sont pas en réalité. Donc, je suis né dans ce cadre colonial du Togo et j'ai fait des études de droit. Aujourd'hui, je réside en Suisse. Depuis 2003, nous avons créé effectivement le MOLTRA, le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Le MOLTRA est issu de la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique que nous avions créé à l'époque au Togo. Nous étions quelques étudiants sur le campus universitaire de Lomé, voyant la situation de notre pays, de l'Afrique, de notre peuple, d'une manière générale, le parcours historique de l'Afrique. Et à partir de là, nous avons décidé de nous mettre ensemble dès l'origine pour fonder un mouvement panafricaniste qui a commencé par travailler sur le continent africain. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de voyager un peu partout sur le continent, du Bénin au Ghana, passant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, l'Éthiopie, voilà, la Libye, tout ça, bon, j'en oublie d'autres. Et puis, nous avons essayé de travailler avec la jeunesse africaine sur la nécessité d'une révolution panafricaniste sur le continent pour mettre à sac les enclos coloniaux africains en vue de reconstruire l'Afrique sur de nouvelles bases à partir de la redécouverte de notre histoire qui a commencé dans la vallée du Nil et puis qui a remonté en Égypte où nous avons bâti une des plus grandes civilisations avant d'être déchus progressivement depuis 3000 ans où nous nous retrouvons aujourd'hui comme des peuples assiégés, complètement affaiblis, désorganisés, se promenant dans le monde comme des chiens errants sans maître du tout, quoi. Donc voilà un peu, disons, mon parcours. Aujourd'hui, je réside en Suisse. Je travaille dans un syndicat, donc je suis un syndicaliste également. Ok, magnifique parcours. En tout cas, il y a eu, comme tu l'expliquais, tu as eu un éveil et vous avez réussi à créer, à fédérer un mouvement et à poser des actions. Toi, maintenant que tu as quand même une certaine expérience dans le panafricanisme, est-ce que tu penses que est-ce que ça a été facile donc de convaincre d'autres Sous-Africains d'adhérer au mouvement? Quel est ton regard pour toi sur l'Afrique et le panafricanisme? Est-ce que tu penses que c'est une cause noble ou est-ce que tu penses que c'est plutôt une cause perdue vu que l'Afrique est tellement divisée, il y a tellement de disparités? Est-ce que tu penses que ça vaut encore le coup? Non, c'est clair que les Africains n'auront pas le choix. Hein. Les Africains n'ont pas le choix et n'auront pas le choix que de revenir à une unité continentale. C'est la condition de notre survie parce que notre peuple ayant été esclavagisé, colonisé, une partie du peuple noir se retrouvant à l'extérieur, dans les territoires d'outre-mer, dans les îles, dans les Amériques, en Asie, un peu partout. Bon, les Noirs sont un peu éparpillés dans le monde. Et sur le continent, comme je le disais tout à l'heure, c'est la désorganisation totale. La souffrance est à son paroxysme. Les Africains ne maîtrisent pas leur géographie. Tout leur a échappé. Nous sommes des peuples sans État. Donc, nous sommes totalement affaiblis. Et pour arriver à reconstituer un peuple, à nous reconstituer en tant que peuple, il va falloir absolument travailler à la repossession de notre espace géographique qui nous a été volé, qui nous a été arraché à partir de la conférence de Berne 1884-1885. Ça, c'était l'apothéose de la confiscation de l'Afrique par le continent européen
et puis tout ce qui a suivi après, hein, avec les États-Unis d'Amérique, d'autres pays qui aujourd'hui sur la scène internationale jouent la carte de l'Afrique comme un territoire où la géopolitique, la géoéconomie et la géostratégie se déroulent à merveille. Donc, évidemment que les Africains n'auront pas d'autre choix que de revenir à la nécessité de travailler en synergie, d'activer les leviers d'une révolution populaire en Afrique et de reprendre la maîtrise physique de ce continent pour pouvoir entamer sa reconstruction. Et je pense qu'il y a des grands penseurs qui ont travaillé sur cette thématique depuis des années, qui nous ont montré le chemin. Si aujourd'hui nous ne sommes pas encore parvenus à un résultat probant, c'est parce que nous ne voulons pas remplir les conditions nécessaires, aussi bien objectives que subjectives, pour pouvoir arriver à ce résultat. Sinon, c'est le seul chemin que l'histoire indique aux Africains, c'est évidemment le chemin panafricaniste. Et quand nous avions commencé à l'époque, moi j'ai commencé à militer depuis les années 2000, avant de formaliser tout ça à travers la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, qui est devenu le MOLTRA plus tard. C'était très compliqué. Il n'y avait pas, à l'époque, c'était très compliqué. Il n'y avait pas toute cette ferveur qu'on voit aujourd'hui, diversité de panafricanisme sur le continent africain. Il y avait quelques poches et quelques personnes qui parlaient du panafricanisme, mais c'était c'était pas un grand mouvement. C'était quelques jeunes, quelques personnes qui faisaient plutôt du panafricanisme dans le sillage du NEPAD. Ce qu'on appelle le NEPAD, c'était un projet qui a été avancé par des dirigeants africains à l'époque, Wade et Thabo Mbeki et quelques autres, dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine. Or, nous étions arrivés sur la scène en disant que l'Organisation de l'Unité africaine, c'est-à-dire l'OUA, qui est devenue l'UA aujourd'hui, l'Unité africaine, n'est pas du tout l'institution qui fait et qui ferait l'unité du continent. Parce que cette organisation, elle est l'incarnation même de l'échec de l'idée ou bien du détournement de l'idée de l'unité panafricaine ou de l'unité panafricaniste imaginée par Nkrumah, Gamal al-Nasser, les Sylvanus Olympio, les Lumumba, en tout cas les pères fondateurs, les George Padmore. C'était pas de cette Afrique-là, de cette unité africaine-là qu'ils ont rêvé. Ou bien ce n'était pas de cette unité africaine-là dont ils avaient rêvé. Donc l'unité africaine, c'est pour nous l'institution véritable c'est le symbole même de la colonisation de l'Afrique. Donc nous on est arrivé avec un discours révolutionnaire où on a essayé d'implémenter ce discours sur le terrain. C'était hyper compliqué parce que il y avait cette ferveur de l'unité africaine au travers du NEPAD. Il y avait un autre plan dont j'oublie aujourd'hui le nom, Il y avait un autre plan aussi. Et les jeunes travaillaient plutôt dans le cadre de ces plans-là. Et l'unité africaine, l'Organisation de l'Unité africaine s'activait à l'époque pour créer ce qu'ils appelaient des conseils nationaux de jeunesse, des CNJ. Donc, ils structuraient la jeunesse africaine dans ce type de mouvement. Et nous, on est arrivé en disant non, tout ça, c'est pas le chemin, c'est du foutage de gueule et que finalement, on va continuer à tourner en rond. Donc, il va falloir casser tous ces cadres-là pour aller de l'avant en faisant véritablement une révolution au sein de la jeunesse africaine. Donc, c'était pas facile, c'était très difficile. Mais nos idées, on avait vu, nous voyions à l'époque que nos idées cadraient effectivement avec la situation qui était celle de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a tenu, on a connu des moments très, très difficiles, mais on a tenu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je vois que nos idées l'ont emporté, en tout cas massivement. Aujourd'hui, tout le monde parle du panafricanisme en termes de combat, de lutte. Des gens comprennent mieux la situation, mais il y a encore un long chemin devant nous. Donc, il va falloir bosser dur
surtout en termes d'organisation, parce que c'est là-dessus que porte le véritable enjeu sur le continent africain, où la jeunesse africaine n'arrive pas, malgré les coups de gueule, les coups de menton, les gros mots qu'on sort ici ou là, des bérets sur la toile, tout le monde est révolutionnaire sur la toile, mais concrètement sur le terrain, il y a un déficit d'organisation et de structuration qui fait que certaines personnes sont pessimistes et disent que bon, malgré tout ça, rien ne va avancer. Mais je pense que tout ça s'inscrit dans la logique des peuples, de la marche des peuples dans l'histoire. Et notre peuple, finalement, sera obligé par les lois de l'histoire à aller à son organisation optimale pour affronter le système et le mettre à terre pour ensuite entamer la reconstruction de l'Afrique. Ok. En tout cas, merci pour le message. Maintenant, je vais laisser la parole plus aux panélistes qui vont échanger avec toi. Donc, je retiens surtout une phrase. Tu disais qu'il fallait le peuple africain, c'est vrai, parle beaucoup, mais agit peu. Il y a une personne, Aton, qui est très dans le rentre-dedans, très dans l'action. Alors, je vais lui laisser la parole et je vais laisser te poser des questions avec toi, comme là. Merci. Il faut juste que tu réactives ton micro, Aton. Une faute professionnelle de faire ça. Voilà. Déjà, je suis vraiment ravi d'avoir un copanéliste, mais je voudrais quand même poser une question qui me tient vraiment à cœur, qui va être assez rapide. Moi, je dirais qu'il faut une prise de conscience et vite pour les Africains. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que tous soient concentrés sur l'objectif panafricaniste. Je vais m'expliquer. Nous courons des dieux qui ne sont pas les nôtres, des chrétiens, des musulmans. On l'a vu avec Dumbi Fakoli récemment, c'était hier. Prenons conscience. Mais avoir une Afrique chrétienne et musulmane, moi, ça m'intéresse pas du tout. Partout, on peut le constater partout dans le monde, on est dominé, on est tué. Puisqu'on ne prend pas conscience que nous sommes en guerre au final. On n'a pas conscience qu'on est en guerre raciale. Elle nous est menée de manière depuis 1918. On a dit quoi à la conférence de Berlin? 1885, c'est ça? Beaucoup d'Africains n'ont pas pris conscience de cet état-là. On nous tue partout, au Brésil, aux États-Unis, en Guadeloupe. On est en diaspora. Je parle pas du chlordécone. Nous devons vite nous organiser pour nous défendre. La défense, c'est principalement ce qu'on doit prendre avant le panafricanisme. Je vais mettre que 3 points qui vont être notre objectif principal pour toute personne. C'est donc nos spiritualités à prendre en avant-première. Je sais que je mets les pieds dans le plat en disant ça. Notre économie doit être reprise à jour. On a parlé du Mali. L'or qui sort du Mali est juste extraordinaire. Et le 3e point, c'est l'éducation intellectuelle qui doit être reprise pour que nos jeunes ne fassent plus les erreurs que nous avons faites avant et que cette histoire de panafricanisme, pour eux, ça coule de source et qu'ils partent vraiment en guerre et qu'ils se sentent vraiment investis. Voilà, c'était mon introduction du moment. Alors, c'est comme là, tu voulais rebondir. Juste, attends, ta caméra, bizarrement, elle s'est coupée si tu voulais la remettre. Ah, je la remets. Alors, je la remets. Ok. Ce que je veux dire au frère Aton, qui a certainement raison, c'est que un peuple ne peut pas construire une économie, un peuple ne peut pas reprendre la possession de son économie, un peuple ne peut pas reconstruire une religion, ne peut pas sortir d'une religion coloniale, ne peut pas sortir de l'école coloniale, ne peut pas sortir du franc CFA, ne peut pas sortir de la mondialisation, ne peut pas sortir du système esclavagiste dans lequel il est enfermé depuis des siècles et des siècles, si la question de la géographie n'est pas posée. C'est-à-dire que la géographie est la condition sine qua non de l'histoire. C'est pour ça que le Moltra a basé toute sa théorie révolutionnaire
sur la géographie en disant que la géographie est le père ou la mère de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire est la fille, autrement dit, l'histoire est la fille de la géographie. Parce qu'un peuple doit d'abord posséder la maîtrise, habiter. Non, il ne suffit pas d'habiter un territoire pour le maîtriser. Il faut effectivement le posséder. Posséder en ce sens que vous devez le maîtriser totalement, physiquement, spirituellement, militairement, intellectuellement, idéologiquement, économiquement et sur l'ensemble des plans avant de pouvoir vous déployer. C'est-à-dire, le problème que nous avons en Afrique, c'est que lorsque les dominateurs sont arrivés depuis les peuples de la mer qui ont envahi l'Égypte antique, il y a 3000 ans, qui ont commencé par conquérir l'Afrique, et cette suite logique de conquête a abouti à l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui, c'est que le dominateur, quand il est arrivé, il a d'abord pris la possession physique du territoire africain. Et c'est de cette possession-là que découlent les institutions, c'est-à-dire la destruction de la royauté africaine, des régimes africains, l'économie africaine, la religion africaine, la spiritualité africaine, l'économie africaine, pour pouvoir mettre en place de nouvelles structures et de nouvelles institutions qui aujourd'hui conditionnent l'Afrique. Donc, il ne faut pas inverser les bornes de l'histoire. C'est-à-dire, ne prenons pas les conséquences pour les causes, ne traitons pas les conséquences à la place des causes. Ce que nous voyons là, ce que le frère Aton a dit, ce sont les conséquences de la perte de la maîtrise physique de la géographie africaine. Donc la première question qui se pose aux Africains, c'est s'organiser pour chasser les dominants qui est incarné aujourd'hui par ce qu'on appelle les élites coloniales en Afrique, détruire le cadre colonial africain qui s'appelle abusivement l'État africain, qui est en réalité un enclos colonial réuni au sein d'un continent qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui, où les Africains sont parqués comme des animaux, tués, maltraités, chassés. Quand vous voulez résister, on vous chasse. Vous ne pouvez pas faire la décision en Afrique si vous n'avez pas subi la transformation par le biais de l'école coloniale, c'est-à-dire que l'Africain aujourd'hui qui fait l'histoire en Afrique, c'est pas l'Africain qui vient de la matrice africaine, c'est l'Africain qui vient de la transformation mentale imposée par un système de domination à travers l'école, l'église, la religion et tout ce que vous dites. Donc, la question fondamentale, c'est que pour soigner les causes, sachons que le dominateur, quand il est arrivé, il a d'abord conquis l'Afrique militairement. Il a détruit toutes les institutions pour pouvoir recréer l'Afrique à son image et dans son intérêt. Donc, le débat, ce n'est pas les conséquences que vient de citer le frère Aton, c'est la question de la géographie. C'est pour ça que le Moltra ne s'inscrit pas dans toutes ces grandes théories panafricanistes, kémiques, tout ça. Ok, ça c'est des courants qui existent, c'est très bien. Nous, on ne les combat pas. Mais nous disons que pour refaire l'histoire, un peuple doit reposséder son espace géographique. Pour reconstruire une école africaine, il va falloir reprendre le pouvoir des mains des dictateurs, des marionnettes qui sont en place en Afrique. Pour pouvoir reconstruire la religion africaine, réformer le système scolaire, il va falloir arracher l'Afrique des mains de ceux qui la gouvernent aujourd'hui. Pour pouvoir contrôler notre espace et savoir les tonnes d'or qui sortent de chez nous et pourquoi, par qui, maîtriser tout ça, le circuit de nos matières premières, il va falloir arracher l'Afrique des mains de ceux qui la possèdent aujourd'hui. Donc la question fondamentale, c'est la question de la géographie. Donc voilà pourquoi le Moltra insiste tant sur la géographie comme condition sine qua non pour un peuple de pouvoir refaire l'histoire. Parce que lorsque son espace échappe à un peuple, ce peuple n'a qu'une seule obligation, c'est ce que l'histoire nous a prouvé, que vous circuliez dans le monde entier, vous verrez que partout où les peuples sont tombés en servitude, la première des choses qu'ils ont faites, c'est de se mobiliser radicalement sous la direction d'un leadership patriote, sérieux, crédible, intelligent, courageux, dynamique,
compétent, capable, patriote absolument, hein, qui a pu mener ce peuple à la lutte pour la libération, la lutte de la libération pour ensuite entamer la reconstruction du pays. La France où vous êtes en est un exemple. De Gaulle et ses amis, hein, si on prend l'histoire récente de la France, ces gens ont fui le pays et depuis l'étranger, ils ont organisé la résistance pour défaire les vichistes et reprendre la France des mains de ceux qui étaient transformés en marionnettes à tête, tout simplement par les Allemands. Donc, que nous prenions l'exemple de la Chine c'est la même chose. Lorsque la Chine a été dominée, morcelée, dirigée, gouvernée par des chefs de guerre, des seigneurs de guerre placés par les Occidentaux, qui ont inondé la Chine de drogue, de pavots, de n'importe quoi, hein, la religion chrétienne et tout ça, la première des choses que Mao et ses camarades ont fait à la suite d'abord des boxeurs et des nationalistes de Chiang Kai-shek, c'est de mobiliser le peuple, le former, l'organiser sur l'ensemble du territoire et de livrer le combat de la libération, ce qui a abouti en 1949 à la défaite des nationalistes de Chiang Kai-shek et qui a conduit à la renaissance de la Chine, ce qui donne la Chine d'aujourd'hui que nous voyons, que beaucoup de monde admire en Afrique. Donc, voilà le cheminement des peuples. Donc, ne confondons pas les choses, faisons les choses dans l'ordre, et puis nous verrons que nous allons pouvoir reconstruire l'Afrique. Mais c'est clair que ce combat-là présente des dangers, ça met nos vies en danger, et c'est là-dessus que les Africains doivent triompher de la peur, hein, et aussi voir que si nous ne faisons pas ce travail-là, qu'il y a un prix à payer, c'est sûr, il y a un prix à payer au bout de cet exercice-là, mais c'est cet exercice unique qui est la clé que l'histoire nous a donnée pour que notre continent puisse revenir dans nos mains, pour que nous puissions le refaçonner à l'aune de nos intérêts dans un monde qui est sans pitié avec les peuples affaiblis qui ne corrigent pas leurs faiblesses. Ok, je vais laisser la parole. Il y a Hachem Sout et Thibaut Obou qui vont échanger avec toi. Donc c'est Hachem Sout, je vois ton micro est désactivé. Vas-y si tu veux y aller. Alors merci Comia pour ce rappel entre l'histoire et la géographie. Je souscris donc à ce que tu viens de présenter. Je voudrais juste ajouter donc une petite chose, si tu veux bien, c'est que l'on ne peut pas rester uniquement dans le théorique. Ce qui est important, c'est la praxie. C'est-à-dire, à un moment donné, il est nécessaire d'investir effectivement des instruments qui permettent donc de modifier donc le réel. Donc, on n'est pas uniquement dans les concepts, dans la référence historique qui est très intéressante, mais de savoir un peu, à un moment donné, par rapport donc à un certain déterminisme que sont les faits, et on le comprend bien. Nous avons subi, nous, comme on peut le dire, que ce soit les afrodescendants et même si on regarde les personnes du continent qui continuent à subir ce qu'on appelle les systèmes de domination par les instances internationales, et puis au niveau donc du franc CFA. Donc, il y a un déterminisme qui est posé entre guillemets, parce que qu'est-ce que ce déterminisme-là, Alors, est-ce qu'il est religieux? Il y en a certains qui aiment à rappeler que effectivement il y a une malédiction, mais moi, j'ai coutume de dire que effectivement, on peut poser un certain déterminisme par des théories. C'est-à-dire que à un moment donné, on est dans du blabla et on a le sentiment que c'est figé, alors qu'il faut regarder de plus près. Comment est-ce que les êtres sur le terrain se constituent? Lorsqu'on a eu affaire à parler de Doumbouya Fakoli, on a été étonné de voir qu'aujourd'hui, la société civile, la population en général soutiennent plus une religion que effectivement des idées progressistes ancrées sur un passé glorieux, donc que sont les Égyptiens antiques. Donc, ma question, donc, qui t'est retournée, si tu me le permets, c'est qu'est-ce que tu mets derrière sur ta pratique de militant, sur ton engagement concrètement? Alors, tu as une association, bien évidemment, je connais d'autres personnes qui sont dans le mouvement d'opposition du président actuel, Faure Gnassingbé. Il y a dernièrement eu des incarcérations massives de syndicalistes. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Va un petit peu plus loin dans ce développement-là, s'il te plaît. Merci.
OK. Alors, moi, je vous ai dit à l'entame de notre conversation que j'ai fait le terrain africain, je suis un militant, je ne suis pas un militant, moi je suis venu rencontrer Internet est venu nous rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes dans le virtuel. Les gens croient que c'est dans le virtuel que se déroule là le combat. Non. Moi, je suis un homme de terrain. Et c'est ça qui m'a fait partie de mon pays, le Togo, parce que je me suis engagé concrètement sur le terrain. Ce serait très long à développer ici. Mais nous étions, depuis l'université, j'étais président des étudiants du syndicat des étudiants où nous combattons pied à pied. Moi, je n'ai pas fait du syndicalisme étudiant. Moi, j'ai fait de la politique en disant que je ne vais pas faire, comment on appelle, c'est pas du corporatisme. Moi, je dis, nous étions partis du fait que c'est le régime togolais qui nous pose problème. Donc, à l'université, nous ne nous contentions pas de réclamer des bourses ou des conditions meilleures d'études. Non, nous disons que le régime devrait partir. Donc, on faisait des manifestations. Et puis, quand je suis sorti de tout ça, j'ai créé la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, où on a continué le combat, on faisait des manifestations, des conférences, mobiliser la jeunesse, former la jeunesse, lui donner une âme, une compréhension des enjeux, la maîtrise du terrain, confronter la violence que déploie ce régime et la corruption que déploie ce régime depuis 1963, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, on a fait tout ce travail-là. C'est tout ce travail qui, malheureusement, a abouti au fait que je doive partir du pays parce que ma vie était menacée. J'ai dû fuir le pays. Alors, est-ce que éventuellement, excuse-moi, qu'est-ce que tu penses donc en février 2015, il y a eu une coopération, 3 accords qui ont été signés donc suite à la visite de Faure Gnassingbé donc en Côte d'Ivoire. Voilà, il a eu à cœur de mettre en avant les liens donc indéfectibles qui lient ces 2 pays-là pour pouvoir pour mettre sur pied donc des accords de coopération. Et dernièrement, on a vu que le Togo donc a intercédé donc dans la libération plus ou moins donc de 3 soldats, notamment entre guillemets, alors je sais pas, ce féminin, tu vas peut-être me le préciser, ivoirienne, pour pouvoir effectivement aboutir à une solution à l'amiable entre le gouvernement malien et le régime de Ouattara. C'est vrai que de l'extérieur, comme tu l'as dit, et moi j'insiste là, tu as parlé donc de géographie beaucoup plus large. Si on essaye un petit peu de ramener, de revenir un petit peu à quelque chose qu'on appelle le Togo, à cette entité qui a été construite, comme tu le dis, cet enclos colonial, sur ce qui se passe réellement au Togo. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'image que se donne le Togo en intercédant donc en faveur donc de ces détenus qui sont entrés illégalement, on a le sentiment qu'ils sont en recherche donc d'une certaine sainteté. Toi qui es quand même voilà, on sait ton parcours puisque tu es quand même un homme religieux. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais pas, je suis un peu confus parce que je suis un homme religieux, je suis pas un religieux en fait. Alors moi j'avais cru comprendre que tu étais pasteur, alors je sais pas si je me trompe. Ah non, je suis pas pasteur. On avait fait une image, une caricature. J'ai porté des habits pour dire voilà comment les Africains pensent et puis que c'est quelque chose qui marche. Peut-être que finalement, puisque le Mortra ne marchait pas comme on le voudrait, alors que les religions marchent très bien, donc j'ai dû une fois porter des accoutrements de pasteur pour dire que je vais comme ça, peut-être que si je me mets dans ces habits-là, les Africains m'écouteront plus et me suivront plus le Mortra. C'était une caricature, enfin, une sorte de jeu que j'avais fait à l'époque. Mais je vais revenir sur la question que tu viens de poser à Chepsout. Mais je veux finir mon développement en disant, quand tu parlais de la théorie et de la pratique, moi je suis un praticien. À l'extérieur, depuis que je suis à l'extérieur, je ne me suis pas contenté de dormir, de profiter de l'Occident et de me contenter de ma petite vie en me cachant pour pouvoir retourner au pays en vacances, comme beaucoup de compatriotes le font. J'ai continué à travailler.
je me suis évertué, j'ai mis des moyens, mes propres moyens en œuvre. Chaque fois, je me suis promené dans tous les pays, quasiment de l'Europe, pour aller rencontrer des Africains, pas seulement des Togolais, des Africains, essayer de leur parler. Donc, j'ai laissé des traces. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. J'ai laissé des traces. Il y a des rencontres que j'ai faites où j'ai pas, ce sont des rencontres qui ne nécessitent pas d'être révélées, mais vous pouvez aller sur Internet, voir quel est le parcours qui est le mien, qu'est-ce que le Montra a fait, dans quel pays nous avons été, qu'est-ce que nous avions dit à la jeunesse africaine, quelle jeunesse nous avions rencontrée en Occident et quels sont les moyens que nous avons essayé de mobiliser jusqu'ici. Et malgré les déconvenus, malgré les trahisons, malgré les abandons, malgré les coups reçus, nous sommes debout. Nous sommes debout. Donc c'est déjà, et moi quand je sais la rigueur du message qui est celui du Montra, et je suis pas quelqu'un qui est satisfait de ce que j'ai fait, mais je peux dire quand même que rester encore debout avec tous les coups que j'ai pris jusqu'à présent, j'aurais été quelques personnes, j'aurais abandonné depuis fort longtemps. Et il y a certaines personnes qui nous le disent souvent, et ça ne me monte pas à la tête, mais c'est clair que nous sommes constants, rigoureux. Nous avons déployé tous les moyens que nous pouvons déployer. Nous avons organisé des manifestations, des choses, des conférences un peu partout, hein, pour essayer, parce que ce combat-là, c'est pas une affaire d'une seule personne. Mais si les gens ne nous suivent pas et que notre message n'est pas suffisamment partagé ni véhiculé, eh bien, c'est compliqué pour nous de pouvoir avoir un résultat probant aujourd'hui. Mais en définitive, j'ai dit que je suis fier d'avoir réussi à imposer des notions comme des termes, hein, parce qu'il y a une bataille lexicale à mener. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des choses qui ont pris place au sein de la jeunesse africaine, au sein des populations africaines, où les gens ont commencé par, disons, employer un certain nombre de termes qui commencent par structurer la pensée. Parce que vous ne pouvez pas aller à la pratique si vous n'avez pas développé des concepts, si vous n'avez pas développé des concepts, parce que toute révolution part des concepts d'abord. Okay. Donc, nous sommes dans une cacophonie absolue, et puis nous ne pouvons pas, à partir de cette cacophonie-là, hein, la confusion dans les idées, sans clarté dans les idées, sans préciser les concepts ni les notions, on ne peut pas aller vers la révolution, on ne peut pas clarifier la situation en Afrique. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, pour revenir à la question qui est posée. Juste comme là, excuse-moi de te couper, je vais juste donner la parole aussi à Thibaut, parce que sinon ça va être, faut quand même qu'on fasse des tours de table encore. Oui, mais on m'a pas répondu, moi je suis pas… Non, je n'ai pas répondu à la question, à la deuxième partie, qui est quand même importante. Mais moi non plus, j'ai pas eu le temps de répondre à ce qu'a dit l'invité, mais bon, je répondrai juste après, j'espère. Sur le Togo… Et aussi, il y a Thibaut qui doit répondre, donc on essaie de faire on va laisser la place peut-être à Thibaut, alors ok. On pourra faire des tours de table. Sur le Togo… Ok, donc… Sur le Togo… Alors, attends. Thibaut, juste 2 petites secondes, il va finir de répondre et après tu vas pouvoir y aller, Thibaut. Non, sur le Togo, je n'ai pas grand-chose à dire. Le Togo est l'une des pires dictatures en Afrique et voire dans le monde. Ce régime cherche tout simplement à acquérir une certaine crédibilité, ce qu'elle n'a pas à l'intérieur du pays parce que les populations togolaises ne reconnaissent pas ce pouvoir. Ce pouvoir règne par la force brute, par la violence depuis 1963. Il faut savoir que ce régime est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio depuis 1963. Ce régime a tenu le pays dans les fers depuis lors. Et évidemment que personne au Togo n'a jamais voté pour ce pouvoir-là qui maintient le peuple togolais dans les fers à travers une répression brute, hein, chaque fois des fraudes électorales laquelle violence est saupoudrée de corruption, de l'argent. Donc ce régime est totalement discrédité, n'a aucune consistance et cherche tout simplement avec les événements au Mali à acquérir une certaine crédibilité que tout bon connaisseur du Togo sait que ce régime n'aura jamais, tout simplement. Donc tout ce que ce régime fait, nous
En tout cas, les panafricanistes sincères et honnêtes savent que c'est de la poudre aux yeux. Ok, je vais laisser la parole à Thibault, lui aussi, qui est président de Juste un moment, juste un moment. Alors, ouais, juste Thibault, remets ton micro en attendant. Yes. On voit plus à ton. Bon, on attend qu'il Ouais, arrive. Hein. Ouais, en attendant, on peut aussi discuter. Qu'est-ce que vous Bah, pensez je pense de que. notre invité? Alors, bon, ben voilà. J'ai disparu. Bah, Ouais, peut-être que c'était un problème technique. Il faut que tu arrives à remettre ta caméra. Ça y est, je vais laisser la parole à Thibault Obou, donc président d'Africains du Monde, qui est lui aussi donc dans la lutte panafricaniste. Thibault, donc si tu veux échanger avec l'invité, c'est maintenant. Oui, donc en tout cas, c'est aussi bien d'entendre notre frère Comelan sur sa lutte, sur sa vision, sur ce qu'il a fait dans le passé pour le Togo et ce qu'il continue de faire aujourd'hui. C'est vrai. Mais je pense que il a parlé de géographie, c'est vraiment important, sauf qu'il y a une ambiguïté. Pour une raison simple, hein, historiquement, je le dis souvent dans nos podcasts, c'est que l'homme est né en Afrique. Et que c'est ce homme-là, quand je dis homme, hein, femme et homme, hein, humain, qui s'est installé sur les 5 continents. Donc ça veut dire que sur les 5 continents, géographiquement parlant, l'Africain, il est propriétaire de ces terres, de ces 5 continents. Donc, s'il faut récupérer des terres, il ne faut pas simplement récupérer les terres du continent africain. Il faut récupérer aussi les terres du continent européen, du continent asiatique et du continent australien. C'est ça la réalité. C'est sur ça qu'on est aujourd'hui. Puisque dans ces zones-là, notamment en Australie, il n'y a plus d'Africains. En Europe, les Africains sont en minorité, alors qu'il n'y avait que des Africains. Sur le continent même, au nord, il n'y a pratiquement plus de Noirs. Au sud, il y a un mélange qui s'est fait, et donc le pouvoir économique échappe aux Noirs. Le pouvoir économique appartient maintenant aujourd'hui aux Européens qui se sont emparés de cette politique. Et au milieu, on a un agglomérat de population sans réel pouvoir militaire, sans réel pouvoir économique. Donc, on a vraiment un problème qui va au-delà de la géographie, puisque la nature nous a offert la terre en propriété. Donc, le combat, il est vraiment difficile si on le prend sur cet angle de la géographie. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, on est à une époque où on peut neutraliser un pays depuis la mer. C'est-à-dire que en mettant des satellites ou en mettant des navires sur la mer, on peut complètement neutraliser un pays et le faire disparaître. On a vu ça malheureusement en 44-45 avec Hiroshima et Nagasaki. Donc je pense que la géographie elle est importante, mais il faut la relativiser parce que à l'intérieur de cette géographie, il y a des réalités qui sont différentes. Et puis il y a aussi la modernité qui nous dit qu'aujourd'hui, on peut facilement piloter des régimes entiers, comme les régimes africains d'ailleurs. Les régimes africains, c'est même l'exemple palpable, qui sont pilotés depuis la France. Aujourd'hui, Macron décide et demain, les militaires, ils agissent au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et partout. C'est le cas aussi des Américains, qui sont un État extraterritorial, c'est-à-dire que l'Amérique va au-delà des 50 drapeaux. Ils sont un peu partout. L'Ukraine aujourd'hui, le débat ukrainien, on est encore dedans. On est dans un problème géographique un peu différent. On a aussi le problème de Cuba. On a le problème d'Haïti aujourd'hui qui est en train de disparaître. Donc je pense qu'il va falloir relativiser et faire en sorte que nous soyons vraiment pragmatiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour revenir au cas togolais, aujourd'hui, on a fait en sorte que le Togolais est chosifié. Et donc, l'esprit même de la résistance a disparu. L'esprit de la résistance a disparu. Il y a de là 5 ans, ils ont fait un effort pour se mettre dans la rue pendant pratiquement plus de 4 fois de suite. Ils étaient dans la rue plus de 4 fois de suite. Et jamais
Ils n'ont été jusqu'à à la présidence et fait en sorte qu'ils restent et qu'ils ne partent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans la rue, ils ont le mouvement de la population et après ils rentrent chez eux à la maison pour revenir, pour refaire encore, pour être dans la rue. Mais je dis, mais écoutez, il y a un problème. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, mais les frères, on ne peut pas agir comme ça. Vous avez la chance, vous avez la population qui est avec vous, vous êtes dans la rue, il y a tout le monde, mais vous restez jusqu'à ce que ce gars il parte. Parce que vous êtes déjà dans la rue. Vous avez réussi à casser la peur qui régnait, puisqu'on sait bien que le groupe Yassingbe et la France, parce qu'il n'y a pas que eux c'est l'interface, mais c'est la France, ils ont pendant longtemps mis dans la mer beaucoup de Togolais qui voulaient bouger. On les a cloués dans la mer avec des briques et tout ça. Donc, les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur. Donc, la peur a été bravée. Donc, si la peur a été bravée, vous restez dans la rue jusqu'à ce que le pouvoir parte. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Ils ont choisi une option d'être dans la rue un jour, de repartir et de revenir. Malheureusement, on sait comment les choses sont finies. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, en termes de résistance et en termes même d'esprit, on a fait un effort de rendre l'humain africain togolais une chose. Ce qui fait que dans la réalité aujourd'hui, si tu veux vivre au Togo, tu ne t'intéresses pas du tout à la politique. Pas du tout. C'est aussi le même cas de certains pays africains. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est aussi le cas avec Alassane Ouattara depuis, on va dire, depuis 15 ans. Aujourd'hui, on vit exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, être pragmatique, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les frères qui sont au Togo et qui sont en Côte d'Ivoire, dans les pays où ils sont chosifiés, faire en sorte qu'ils retrouvent leur dignité et qu'ils mettent des actions concrètes pour faire reculer l'occupant. L'occupant étant la France, en l'occurrence. C'est le cas, c'est ce qu'a fait le Mali, là. Le Mali, aujourd'hui, est l'exemple que nous voyons d'un pays africain qui fait reculer on va dire, un colonisateur sans utiliser les armes, sans utiliser les feux des deux côtés. C'est exceptionnel. En Guinée, Sékou Touré l'avait fait en Guinée, sans utiliser les armes, il a réussi à faire partir la France. Aujourd'hui, le Mali réussit à le faire partir. Donc, concrètement, il faut que nous accompagnions ces mouvements pour qu'elles se dupliquent au Togo, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique qui sont déjà en avant, en Éthiopie, pour que toute cette force-là puisse converger pour dégager de ces territoires tous les occupants militairement, économiquement, et que nous ayons réellement, derrière tout ça, après, une population capable de gérer la suite de ce qu'on va leur léguer. Donc, je pense qu'il faudrait que nous arrivions à poser des actes concrets, financièrement, militairement, pour que, effectivement, nous inversions les rapports de force pour permettre à l'Africain réellement de mieux vivre chez lui, géographiquement parlant, comme le disait le frère Komlan. Ok, alors comme là, si tu voulais rebondir sur ça, je pense qu'on va pas faire d'autres tours de table parce qu'on est déjà à quasi 50 minutes de podcast, donc ça risque d'être un peu long. Peut-être, donc comme là, donc rebondir sur ce que vient de dire Thibaut et ensuite on parlera de la suite donc de tout ça, les projets. Alors juste comme là, il faut que tu réactives ton micro. Il faut que tu réactives ton micro comme là. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'intervention de Thibaut, mais je vais essayer d'être schématique. Premièrement, on ne peut pas relativiser la géographie. C'est mal comprendre les choses, c'est mal comprendre l'histoire que de vouloir relativiser la géographie. Et je n'ai pas très bien compris d'ailleurs la notion de la relativisation de la géographie. Thibaut a donné l'exemple du Mali aujourd'hui. Le Mali est typiquement l'exemple type même d'une tentative, en tout cas d'une repossession de la géographie en cours. Donc, si les militaires maliens n'avaient pas pris le contrôle de la situation, prendre le pouvoir, essayer maintenant d'organiser le peuple, on n'aurait pas cette situation que Thibaut est en train de louer. Donc, encore une fois, la géographie est incontournable. Un pouvoir, un peuple qui habite un territoire qui ne maîtrise pas par un pouvoir organisé, qui veille sur ses intérêts, qui veille sur lui, qui veille sur ce qu'il mange, qui veille sur qui rentre, qui sort,
quelles sont les idées qui rentrent, les médias internationaux qui sont accessibles et tout ça. Bon, le Mali a encore plein de défis à relever. Hein. Je dis, il ne faut pas penser que c'est fini. Les Occidentaux n'ont pas dit leur dernier mot. C'est pas encore fini. En plus, vous avez relevé tout à l'heure la situation de Doumbia Fakoli, qui est la tradition même du fait que le Mali se considère comme un pays de tradition musulmane et puis qu'on ne doit pas parler de ces religions-là parce qu'on s'attaque à la foi de la population et tout ça aux prophètes, comme ils le disent. Donc tout ça, en gros, c'est de la merde en réalité. Donc là, on est dans une situation où les choses ne sont pas encore, mais c'est clair que le Mali est sur une bonne voie et il faut l'accompagner. D'ailleurs, le Moltra a organisé ici, en janvier 2022, une manifestation pour soutenir le Mali dans son combat. Nous avons été à l'ambassade, nous avons été reçus par l'ambassade, nous avons dit ce que nous voulons dire à l'ambassadeur, nous avons traduit tout ça par une lettre qui a été envoyée à Assimi Goïta pour lui dire comment le Moltra voyait la situation et autres. Donc, nous sommes dans l'action au quotidien. Et avec les compatriotes du Mali, nous discutons, nous essayons d'aider dans la mesure du possible. Nous avons demandé à venir au Mali, sauf que pour le moment, bon, aucune porte ne nous est ouverte. Voilà pourquoi nous ne sommes pas encore allés au Mali. Mais je veux dire que quand on contrôle un pays de l'extérieur ou un peuple de l'extérieur, ça veut dire que ce peuple, sa géographie lui a échappé et le symbole même de la perte de la maîtrise de la géographie d'un peuple, c'est quand ce peuple est dirigé par des marionnettes. Pourquoi est-ce que, tu disais tout à l'heure que on contrôle les pays africains, pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas, les États-Unis ne contrôlent pas, par exemple, un pays comme la Chine? Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à contrôler le Mali comme il faisait avant, comme il a été capable de le faire dans un passé très récent? Pourquoi est-ce que d'autres pays sont contrôlés et puis d'autres pas? C'est parce que là, il s'est organisé, ils ont un gouvernement qui maîtrise un tant soit peu la situation et essaye de rééquilibrer les rapports de force. Donc, la géographie est incontournable. Donc, je redis encore une fois que si les Africains veulent reconstruire leur pays, veulent reconstruire leur rapport avec le monde, veulent rebâtir une école, veulent détruire toutes les institutions. Juste 2 secondes. Je veux terminer. Juste 2 secondes. Je vais te donner un exemple de géographie. La France, que tu connais bien, tu sais que la France, elle va au-delà de la France continentale. Elle est à la Martinique, elle est à la Guyane, elle est non, c'est là justement que, Thibaut, c'est là que toi, tu nous perds dans des théories, justement. Moi, je ne te parle pas de tout ça. Tu me parles du monde où le noir est partout, sur l'homme noir, l'homme est parti de l'Afrique, donc le monde lui appartient. Moi, je ne te parle pas de ça. Je te parle du continent africain en tant qu'entité où les Noirs ont leur foyer, normalement. Le foyer africain doit être, moi, je me limite au continent africain, tout simplement. Je ne vais pas me perdre dans des considérations philosophiques. Mais tu as donné un exemple, tu as donné un exemple de la France avec le général de Gaulle. Comment le général de Gaulle l'a fait, selon toi? Le général de Gaulle, il est sorti de la France pour aller se battre pour récupérer la France. Donc, comment tu peux récupérer un continent africain si tu te limites qu'à l'Afrique continentale? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais de la diaspora? Je dis non, mais c'est justement ce que j'ai dit. J'ai dit que la diaspora doit absolument mesurer la perte de la maîtrise de notre espace géographique. C'est ça qui nous a fait aujourd'hui, au-delà, c'est vrai que l'homme est sorti de l'Afrique, au-delà des migrations, de la migration première qui a fait émigrer l'homme noir sur l'ensemble du monde, il y a eu des épisodes historiques qui ont fait qu'il s'est formé une diaspora africaine. Donc la diaspora africaine doit assumer ses responsabilités aussi en mesurant la perte de l'Afrique, en ayant à cœur de retrouver l'espace africain, ne pas se contenter de vivre là où on a chuté, pas les phénomènes de l'esclavage et de la colonisation et tout ça. Non, un peuple doit... Comme là, juste 2 secondes. Tous les Africains qui sont à l'extérieur, ils ne sont pas à l'extérieur du fait de l'esclavage. Hein. Non, mais alors, moi, j'aurais juste préciser. J'ai dit qu'il y a eu la migration, les migrations naturelles, le fait que l'homme soit sorti de l'Afrique.
Ça, c'est le premier phénomène. Et puis ensuite, il y a eu les razzias négrières transatlantiques et les razzias négrières arabo-musulmanes qui ont fait que il s'est constitué une diaspora. En plus, les années 90, avec les répressions qui sont arrivées, les multipartismes et tout ça, il s'est créé une diaspora qu'on peut même dater depuis les origines de l'humanité, puisque l'homme est parti d'Afrique. Mais à un moment donné, je dis simplement que si nous ramenons ce débat-là à la réalité d'aujourd'hui, puisque la sœur Hachetsout parlait tout à l'heure du réel, c'est que les Africains doivent mesurer le fait que le continent africain n'appartient plus à l'Afrique ni aux Africains. Et par conséquent, nous, dans la diaspora, ceux qui sont restés en Afrique, nous devons travailler en synergie pour retrouver la maîtrise physique de notre espace. C'est ce que tous les peuples ont fait. Et c'est ce que tu disais. De Gaulle était parti à l'étranger et depuis l'étranger, il a bossé avec les Français qui sont restés sur le sol français, avec les colonies qui étaient à l'époque des territoires français pour pouvoir libérer la France. Okay. Alors, je voudrais juste préciser, s'il est possible, par rapport donc à tout ce qui se dit là. Moi, j'ai une grande admiration pour tout ce que comme là Pogby défend, c'est-à-dire que l'une des choses qu'il met en avant, c'est de défendre une cause vaste, de remettre donc au centre l'éducation, de permettre donc à toutes les personnes du continent, les afrodescendants, de bien préciser les enjeux qui se cachent derrière un champ lexical que bien souvent on ne maîtrise pas ou qu'il est à bâtir. Certes, tout à l'heure, Thibaut a le mérite d'indiquer quelque chose qui est pour se défaire donc de cette choséification, si on emploie cette image-là, pour aller vers des acteurs politiques, il est nécessaire d'implémenter dans les consciences une vocation politique. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire devenir des vrais acteurs politiques. Et toi, tu indiques, Pogli, comme là, que on est plutôt sur la géographie. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères plutôt comme un stratège, c'est-à-dire que la géostratégie, ça serait un terme beaucoup plus approprié. C'est-à-dire que les facteurs stratégiques issus donc de la géographie, de l'histoire et ayant sous-dominante la géopolitique, permettrait de considérer l'impact de tout ce qui est au niveau historique et qui fait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de vecteurs que l'on ne maîtrise pas. On serait en capacité effectivement de trouver une issue. Alors, bien sûr, il y a face à la France-Afrique, il y a une sorte de déficit de géostratège, de géostratégie qui permettrait donc d'ouvrir les brèches vers une libération. Et moi, je suis un petit peu dubitatif lorsque tu parles de la géographie et de l'histoire. Tu ne lis pas les deux. La géostratégie permet de faire émerger véritablement de fins stratèges et de penser une praxis qui permette effectivement de résoudre les difficultés que l'on voit se dessiner face à la situation que vit aujourd'hui les nombreux Africains. Je parle justement du franc CFA au niveau donc urbanisme, au niveau donc de ce qu'on pourrait appeler la périurbanisation, l'extension donc de ce qu'on pourrait appeler les villages mondes, où on voit des bidonvilles qui se dessinent de manière incroyable avec des populations venues de toutes parts qui sont pas forcément de nationalité togolaise ou ivoirienne, si on prend le cas donc de la Côte d'Ivoire. Donc la complexité de l'Afrique mérite que l'on précise, comme tu l'as dit, donc les termes, et notamment lorsque tu dissocies géographie et politique, il faut essayer de se réapproprier les termes qui vont bien pour l'action. Oui. Alors, la sœur Hachetsout, on se comprend très mal. Je vois que depuis le début de la conversation, il y a un problème. Peut-être que c'est moi qui n'explique pas bien, mais je pense que ceux qui nous suivent auront le courage et la capacité d'approfondir cette discussion parce que peut-être que je n'arrive pas du tout à me faire comprendre. Je dis que la situation de l'Afrique
telle qu'elle est aujourd'hui et des Africains d'une manière générale dans le monde vient du fait que l'Afrique a été conquise, dominée, détruite complètement. Toutes les institutions africaines, politiques, économiques, spirituelles, religieuses, scolaires, éducatives, philosophiques ont été refaites. C'est ça la situation de l'Afrique. Non, mais on est d'accord, je suis d'accord avec toi. Et donc, à partir de là, comme Nkrumah le disait, prenez le pouvoir politique, le reste vous sera donné de surcroît. Or, il se fait que l'Afrique n'est plus entre les mains des Africains. Non, mais ça, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ce que je suis en train de te dire, comme là, excuse-moi, je crois que tu as dit, tu as pris, excuse-moi, je voulais juste te préciser quelque chose. C'est-à-dire que tu as dit, prenons à témoin donc les auditeurs. Je voulais juste te préciser que sur le fond, on est d'accord. Hein, notre chaîne donc est panafricaine. On n'est pas d'accord. Non, si nous sommes d'accord là-dessus. C'est-à-dire que nous avons à cœur la libération effectivement du continent, certes. Mais ce qui me gêne, c'est que, comme l'a dit effectivement Thibault, il y a une chosification actuellement donc au niveau des militants qui ne permet pas effectivement l'action politique. Thibault a pris donc l'exemple de ces manifestations qui se déroulent de manière régulière. Là, j'ai pris le cas donc des militants qui descendent dans la rue, des syndicalistes enseignants par exemple, et qui malheureusement ne se font pas entendre. La question aujourd'hui face aux panafricains, face à la France-Afrique, et nous qui sommes panafricains, c'est comment peut-on agir et trouver des outils pour pouvoir s'en sortir. Alors, tu prends à témoin effectivement les auditeurs. Je crois que c'est bon. C'est de bonne guerre, on va dire. On est d'accord, on est tous d'accord avec le propos. Il y a un problème de compréhension entre nous. Et je dis que peut-être c'est moi qui n'explique pas bien. Peut-être. Donc, je dis simplement, je reviens à la charge. Je dis que tout ce que nous avons aujourd'hui en Afrique comme situation politique, économique, sociale, sociétale, religieuse, spirituelle, tout ce que vous voulez, vient du fait que la terre africaine a échappé aux Africains. Et pour arriver à déconstruire tout ce que nous avons, nous sommes obligés de passer par l'étape de la lutte politique, du combat politique, qui doit se traduire par une mobilisation générale, une formation des populations, les élever de leur niveau d'aliénation, de la situation d'aliénation, à un niveau de compréhension, de conscience politique, de courage pour mener l'action libératrice. Parce que que voulez-vous qu'on fasse? Si les gens sont dans une situation où ils sont chosifiés, comme vous le dites, ils sont aliénés, ils ont peur, ils savent plus ce que c'est que l'action politique, ils savent plus ce que c'est que quels sont les... Oui, alors que faites-vous là actuellement par rapport donc à ce qui se passe au Togo? C'est la question que je vous pose depuis le début. C'est-à-dire, comme je le répète, il se passe des choses au Togo, mais il y a quand même, comme on peut lui dire, une chape de plomb qui s'est abattue sur ce pays. Donc il y a quand même une difficulté. Donc la question du politique, c'est-à-dire que vous représentez une association et vous représentez donc d'une manière ou d'une autre la société civile. En quoi votre action participe de cette libération qui serait sur le terrain de permettre d'aller plus loin de ce qui se fait aujourd'hui? Mais c'est ce que je suis en train de te dire, ma sœur. Je te dis que nous avons développé des idées, nous travaillons avec des organisations sur le terrain, avec les gens, nous communiquons tous les jours, expliquer des termes, dire aux Togolais que aucun peuple n'est sorti de la suggestion, de l'esclavage, de la colonisation, de la domination, de la soumission par des manifestations de rue simplement qui ne ciblent pas le cœur du pouvoir, qui ne vont pas jusqu'à attaquer le pouvoir, confronter le pouvoir dans sa réalité. Le sang libérateur doit couler en Afrique. Ce sang libérateur n'a pas encore coulé. Le sang coule bien sûr en Afrique, mais le sang qui doit irriguer la terre africaine pour fertiliser cette terre, pour que cette terre renaisse, n'a pas encore coulé. Les Africains doivent retrouver du courage, doivent savoir que c'est pas par des chemins tordus, pas des chemins tordus que les peuples sont arrivés à se redresser, à se sortir de leur situation de sujétion et d'esclavage. Les peuples se sont donnés corps et âme, du sang coulé. Les peuples ont payé des prix extrêmement lourds pour devenir libres, parce que la liberté a un prix.
Donc, pour le quel moment, sang doit couler? pardon? Quel sang doit couler? C'est qui le sang? C'est quoi le sang? C'est éclairer la situation. C'est-à-dire qu'il doit, à un moment, il y a ce qu'on appelle le moment de vérité où le dominé doit confronter le dominateur. Oui, mais on voit bien que la France-Afrique manipule simplement les dictateurs qui sont à la tête de notre pouvoir. Mais quel sang doit couler? Le peuple africain, à un moment donné, sera obligé, qu'il le veuille ou non, et ça a commencé, vous avez donné l'exemple du Mali, que à un moment donné de l'histoire, chaque peuple doit confronter ses dominateurs. C'est tout. Et en ce moment-là, le sang doit couler. Je dis que le sang du dominateur doit couler pour que le peuple soit libéré. C'est tout. Parce que vous ne pouvez pas faire des concessions avec le maître. Vous ne pouvez pas prendre de faux chemins en allant. Le peuple togolais, qui est amené par une opposition institutionnelle à des élections, lorsque le peuple manifeste et que des gens au sein de ce qu'on appelle abusivement la société civile, nous on disait à l'époque que les manifestations doivent se transformer en une révolution, c'est-à-dire que les manifestations doivent être dirigées sur les cibles du pouvoir et le pouvoir va réagir. C'est clair que le pouvoir va réagir. Vous allez comprendre très rapidement où on va en venir. Restons sur le Togo. Vous enlevez Faure Gnassingbé aujourd'hui. On est en 2022, vous enlevez Faure Gnassingbé. Oui. Si vous mettez à la place un autre Faure Gnassingbé qui prendra les mêmes évolutions, les mêmes statures et les mêmes positions. Non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous enlevez aujourd'hui Faure Gnassingbé, bon, peut-être, s'il n'est pas pris par le peuple. Mais je suis. Donc, il n'y a que des Faure Gnassingbé en Afrique, quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Ce qu'on essaye de vous inculquer aujourd'hui, c'est que la révolution, elle doit pas être simplement d'enlever le dictateur et d'en remettre un autre. Elle est, en fin de compte, qu'il faut inculquer une sorte de philosophie étatique avec une population éduquée. Quelqu'un a dit que le défi du peuple togolais et du peuple africain, c'est de simplement enlever les dictateurs et d'en remettre un nouveau. Non, mais en vous écoutant, on a l'impression que c'est ça. On enlève le dictateur, on enlève la personne qui dirige et on peut plus y trouver. Ça veut dire que tu es sur un panel où tu n'as même pas pris le temps d'étudier le profil de la personne qui est invitée. Parce que ce que tu me dis là, c'est pas à moi que tu dois dire des choses comme ça. Si tu m'as un peu... Alors éclaircifier la situation parce que sinon elle est confuse dans les paroles. Non, je dis que le peuple africain doit arriver à se libérer et à reconstruire l'Afrique sur ses propres valeurs en ayant en lecture. Alors c'est quoi ces valeurs? En ayant lu l'histoire à l'endroit. Juste pour conclure, moi je comprends aussi le point de vue de tout le monde. De toute façon, c'est à peu près le même langage. On veut tous que l'Afrique. Donc, comme là, lui, il part du postulat que l'Afrique a été détruite et maintenant, comme il a dit, il va falloir aussi se battre pour refertiliser cette terre. Donc, c'est ça en fait, c'est le renouveau de l'Afrique. Mais si les Africains ne sentent pas la nécessité de redevenir un peuple qui compte dans l'histoire, à qui on n'impose pas tout et n'importe quoi, à commencer par ses dirigeants, il va falloir absolument que les Africains acceptent courageusement de payer le prix de la liberté, parce que la liberté a un prix. Pour le moment, nous sommes en train de tâtonner, nous sommes en train d'hésiter, nous prenons de fausses armes pour combattre des vrais problèmes que nous avons. Comment pouvez-vous penser qu'on peut combattre un système colonial par des élections, par des dialogues, par des médiations avec le dictateur? Non! Les peuples doivent absolument, et c'est ça notre devoir, nous en tant que citoyens éclairés, conscients, voyant le monde tel qu'il est, nous devons dire la vérité à notre peuple en lui disant de payer le prix de sa liberté. Soit les Africains seront capables de payer le prix de cette liberté et ils seront effectivement libres et reconstruire l'Afrique, soit nous n'en sommes pas capables et nous allons rester ce que nous sommes dans le monde. C'est tout. Moi, il n'y a pas de miracle. Hein. Ok. Bon, en tout cas, c'était un grand débat et on a eu le temps de bien échanger, de faire le tour. Là, ça fait une bonne heure de podcast, donc c'est le moment de conclure. En tout cas, comme là, Pogli, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Hein. Je rappelle, donc ta chaîne, c'est le Moltra. Donc, comme tu l'as dit, c'est déjà les mots sont clairs. C'est le mouvement pour la libération totale et pour la reconstruction de l'Afrique.
Donc les bases sont déjà posées. Et voilà, si vous connaissez pas, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne Le Moltra. Il y a beaucoup de contenu et vous allez pouvoir comprendre encore un peu plus la pensée de notre invité comme l'a Pogli. Donc c'était un honneur. Merci beaucoup à toi d'être passé. Merci aux panélistes d'avoir échangé avec notre invité, Hachem Sout, Aton, Thibaut Boud. La présentation a changé. On est maintenant en forêt. Oui, mais alors il y a une chose, si on est en forêt, c'est pas mal, il faut sortir à la lumière. Donc je dis, le combat continue. Exactement, le combat continue et on est toujours en guerre. Voilà, nous sommes en guerre et il faut vraiment y prendre conscience. On n'entend pas, Thibaut. Et c'est un plaisir d'avoir échangé avec notre frère Komlan. Je pense qu'on aura d'autres opportunités pour échanger. L'essentiel, c'est qu'on est dans la même direction. L'essentiel, c'est qu'on veut libérer l'être africain et que ça soit fait, quoi. Ouais. Voilà, exactement. C'est les mots justes. On a beau débattre, mais on reste toujours focus sur ça, sur l'avancée du continent africain. Et voilà, je pense que ça sera les derniers mots. Merci à vous. Pensez bien sûr à commenter la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne Goûter Panafricain et aussi à celle de notre invité Le Moltra. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes de streaming, sur les plateformes de podcast, sur Google Podcast. Thomas, ouais. J'aimerais juste dire un petit truc. Un guide de conclusion. C'est de dire simplement que compte tenu de la situation en Afrique, c'est-à-dire sur le sol africain, nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons une responsabilité particulière. C'est-à-dire que nous avons la chance, nous ne sommes pas l'objet de répression physique comme les populations en Afrique. Nous avons la possibilité, nous avons un peu de moyens, nous pouvons nous déplacer. Il y a des possibilités de rencontres entre nous. Donc, si la situation est bloquée sur le continent, la diaspora doit absolument prendre ses responsabilités et travailler véritablement sur l'organisation pour pouvoir fertiliser les quelques idées et les quelques poches de combat qui sont en Afrique. Donc, la diaspora africaine, elle a sa responsabilité. Parfois, elle ne l'assume pas. Nous restons aussi trop dans la théorie, dans la diaspora, et les choses concrètes sur lesquelles on est appelé, on ne répond pas. Oui, mais on va relancer donc encore une fois le débat, mais on va pas faire un tour de table. On est d'accord, tous ici. Alors, il y a une chose que je récuse, c'est de dire on a de la chance effectivement d'être dans la migration. Je crois que non. Je crois que beaucoup de personnes donc du continent aimeraient être effectivement sur leur continent et de se défaire de l'aliénation. Donc, trouver des solutions, trouver des objets théoriques, être effectivement au plus près donc de la réalité sociale, c'est aussi notre devoir. Mais ce n'est pas facile et ça, il faut en tenir compte. Donc, on continue et on a beaucoup de choses encore à dire. Merci. On va conclure et voilà, il y a encore plein d'autres projets, plein d'autres vidéos. Donc voilà, pensez à vous abonner et à rester connectés sur la chaîne Goûter Panafricain pour encore plein d'autres contenus sur la communauté noire, sur l'Afrique, sur le panafricanisme. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à Salut. vous. Merci encore. Merci. Et, Ciao.